7h39, le traditionnel rush de Noël dans les magasins pour les achats des fêtes devrait donc intervenir ce samedi en France avec 14 millions de consommateurs attendus dans les boutiques. C'est une étude du Center for Retail Research qui le dit. Les chiffres du CCRR, donc tirés d'une étude internationale, sont menés chaque année à partir de données émanant d'autorités statistiques nationales. Mais il faudra bien les commenter avec nos invités, ces données-là. Enfin, en tout cas, selon les estimations de cet institut, le samedi 21 décembre devrait être le jour le plus fréquenté de l'année, avec 14 millions de Français devant se ruer dans les boutiques pour effectuer leur achat de Noël et trouver le cadeau parfait. Chaque Français devrait dépenser ce jour-là une somme moyenne de 103,57 €, un chiffre en hausse de 7,2% par rapport à l'an dernier. En tout, 1,45 milliard devrait être ainsi dépensé pour les achats de Noël du 21 décembre en France, soit l'équivalent de 2 millions d'euros chaque minute, estiment les auteurs de l'étude, qui notent que également le moment de rush de Noël est chaque année de plus en plus retardé. Mais à des chiffres, ça en ajoute d'autres. Selon par exemple un sondage OpinionWay pour Price Minister publié mardi dernier, 37% des personnes interrogées se déclarent stressées à l'approche du 25 décembre, soit une augmentation de 7 points par rapport à l'an dernier, et près de la moitié considèrent les achats de cadeaux comme une véritable corvée. Et puis enfin, on note tout de même que sous le sapin, les cadeaux seront moins nombreux, mais que le budget pour le repas, lui, sera en augmentation. Allez comprendre. Donc, en tout cas, la tradition semble totalement ancrée chez nous et encore pour quelques années. C'est ce que vous démontrez d'ailleurs. Martine Perrault, bonjour. Bonjour. Sociologue au CNRS, ethnologue, membre du centre Edgar Morin. Vous avez publié Ethnologie de Noël, Faire ses courses, faut-il croire au Père Noël? Et voici à nouveau avec un nouveau livre, Le cadeau de Noël, histoire d'une invention chez Autrement. Et puis pour commenter tous ces chiffres de la consommation, Philippe Moati, bonjour. Bonjour. Professeur agrégé d'économie à Paris Diderot, et vous travaillez notamment sur les mutations du capitalisme, ses dimensions sociétales, et puis vous observez à l'Obsoco la consommation des Français. D'abord, défrichons un peu tous ces chiffres donnés très vite et un peu en vrac. Faut-il leur faire confiance à ces chiffres-là, Philippe Moati, pour mettre un peu de perspective? Écoutez, comme à l'Obsoco, on fait aussi des enquêtes, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais ce sont des enquêtes, on demande aux gens, un peu en amont du moment où ils doivent passer à l'acte, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Et donc selon les enquêtes et au moment où on a posé la question, on peut avoir des réponses un peu différentes. Alors c'est vrai que selon les enquêtes, certains nous disent que le budget de Noël va être plutôt revu à la baisse, d'autres nous disent qu'il va être plutôt revu à la hausse, certains nous disent que les cadeaux vont être épargnés, mais c'est le repas sur lequel on va se serrer la ceinture, à l'inverse, vous venez de le dire. D'autres qui nous disent exactement le contraire. En fait, ce que ça révèle au-delà de la boutade sur la méthode, c'est qu'en fait la consommation est devenue extrêmement versatile, extrêmement difficile à prévoir. Il suffit de regarder les ventes automobiles, ça n'a absolument rien à voir avec Noël, mais on se rend compte que le marché automobile d'un mois à l'autre peut connaître des fluctuations absolument considérables. C'est dire que la consommation aujourd'hui, mais c'est pas totalement nouveau, la crise ne fait qu'accentuer, est quand même drivée, elle est pilotée par des motivations d'ordre socio-psychologique, donc très, très volatiles. Donc l'air du temps, la conjoncture, l'humeur, etc. sont des choses qui vont, la météo, qui vont fortement influencer les comportements des consommateurs, ce qui rend la tâche très difficile des acteurs de l'offre, parce qu'on ne sait pas très bien quelle influence on va rencontrer dans ces magasins. Alors, dans son cadeau de Noël, Martine Perrault relève cette phrase d'un sociologue américain, Théodore Kaplot, qui dit « Tout ethnographe qui découvrirait un rituel aussi important que celui de Noël pourrait être tenté d'en faire la pièce maîtresse de la culture ainsi étudiée ». Comment voyez-vous, vous, monsieur l'économiste, cette tradition de Noël? Vous parlez de l'humeur du temps qui est plutôt relativement maussade, si on en croit là encore les sondages et la une des journaux. L'économie, c'est la crise, faut-il le rappeler. En quoi, au fond, Noël reflète l'époque et le temps que l'on vit, ou est-ce qu'au contraire, Noël est un moment où on y échappe sur la question du porte-monnaie, de la consommation et du comportement? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à des consommateurs qui, depuis plusieurs années maintenant, ont dû faire face à une dégradation de leur pouvoir d'achat et donc revoir leur comportement de consommation et procéder à des arbitrages, ce qui est douloureux. On a fait une grosse étude sur cette question. Il y a une partie du budget qui est contraint, on ne peut pas négocier avec, c'est le logement, c'est l'essence pour la voiture, etc. Et donc là où on va en général mordre en premier, rogner, c'est sur les achats
plaisir, parce qu'en plus ils sont culpabilisants. Se dire qu'on dépense de l'argent uniquement pour se faire plaisir, c'est un peu dur. Or, les fêtes de Noël, on est typiquement dans l'achat plaisir. Donc théoriquement, ça devrait être un poste sur lequel on devrait encore rogner. Et effectivement, paradoxalement, même si on peut discuter ce que ce sera plus ou moins que l'année dernière, c'est quand même un moment où on se lâche, et cette année, comme les années précédentes, on va encore se lâcher. Donc c'est une sorte de petite soupape, alors qu'on a envie d'interpréter de différentes manières. Mais là, moi, je suis économiste, je ne suis pas sociologue, je vais éviter de m'hasarder sur des terrains glissants. Mais je pense qu'il y a deux aspects très importants. On sait que les institutions, en général, ont perdu beaucoup de leur capacité d'attraction et d'influence, sauf la famille. Or, le Noël, c'est quand même avant tout une fête familiale. Et c'est la fête des enfants. C'est pour ça que les cadeaux... Ça ne l'a pas toujours forcément été, et ça, nous le verrons dans un instant. Absolument, mais aujourd'hui, ça l'est. Oui. Et notamment très centré sur les enfants. Et on sait que dans les arbitrages, les enfants sont, autant que possible, préservé. Alors c'est ce que disent les études. Le cadeau pour l'enfant sera sauvé. Absolument. Et toute l'année. C'est pas seulement à Noël. C'est que les activités sportives, éducatives, etc. pour les enfants, les sorties, les vacances avec les enfants sont des postes qu'on va essayer de préserver. C'est très important, les enfants. Et puis un autre aspect qui dépasse le cercle familial. On parle beaucoup du déficit du vivre ensemble dans un pays comme la France. C'est vrai qu'on a assez peu aujourd'hui d'occasion de faire communion, si j'ose dire. Et je crois que Noël est un des rares marqueurs qui permet de se rassembler. Et quand on regarde en fait d'assez haut, hein, les occasions qu'on a de sentir qu'on forme une communauté, eh ben, si je mets de côté les événements sportifs de grande ampleur, c'est très souvent quand même des éléments qui ont un fondement commercial, quoi. C'est en quelque sorte, tu as l'impression que c'est la sphère marchande qui arrive par sa force de conviction à réunir une nation qui par ailleurs a du mal à trouver des éléments du vivre ensemble. Que l'on aime bien tout en même temps dénigrer en disant au fond Noël c'est devenu un grand barouf de fête commerciale, mais en fait tout le monde y va de son petit caddie, comme Tanguy Bloom des Matins de France Culture qui a revêtu son scaphandrier hier et qui est allé voir, il a traversé le pont en face, le centre commercial Beaugrenelle, tout neuf, tout flambant, 45 000 m² de commerce, de loisirs, 110 enseignes, un grand magasin, des restaurants, un multiplex, des fast-foods, je signale ça pour Tanguy Bloom. Il est donc allé hier avec son agra et le scaphandre faire ce qu'on appelle un petit micro-trottoir. Un sac à dos pour faire de la rando, une chaîne IFI, des habits de Père Noël, c'est pour un bébé. Un bouquin et du thé. Vous avez consacré un budget de combien à peu près à vos cadeaux cette année ? Je sais pas, en fait c'est vraiment achat un peu spontané en fonction des besoins, je sais pas un budget particulier. Pour vous c'est quoi le cadeau idéal ? Une rivière de diamants. Est-ce que vous avez des idées de cadeaux de Noël que vous allez offrir ? Ouais, le truc à peu près classique, des CD, des vêtements, des jouets pour les enfants forcément, et voilà. Pour un cadeau, vous mettez combien ? Ouais, entre 40 et 60 euros à peu près. Et vous avez combien de cadeaux à offrir ? Une dizaine environ, ouais, une dizaine à peu près. Vous, c'est quoi le cadeau que vous aimeriez recevoir cette année ? Moins d'impôts. Est-ce que tu vas faire des cadeaux ? Ouais, je vais offrir un bouquet de fleurs à ma mère et je vais ouvrir une tablette à mon père. Une tablette numérique ? Oui, j'ai assez d'argent. Toi, qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau cette année à Noël ? Des Skylanders, des jeux vidéo, des livres et des jeux de stratégie militaire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël ? Pas grand-chose, ça m'intéresse pas trop. Là, on est à une semaine de Noël, il y a beaucoup moins de monde dans le magasin. Il y aurait plus de monde il y a 5 ans qu'actuellement. Voilà, c'était hier au péril de sa vie, Tanguy Bloom au centre Beaugrenelle. Martine Perrault, tout y est à peu près. La question du plaisir ou la question de l'utile, la question du dénigrement, moi je ferai pas Noël, la question des enfants, vous avez vu ce monsieur qui dit les cadeaux pour les enfants, forcément, Martine Perrault. Forcément, oui, depuis la moitié du 19e siècle, c'est à peu près ce qui se passe dans nos sociétés, c'est-à-dire que c'est l'époque où la fête de Noël est réappropriée par la bourgeoisie naissante et devient cette fête de famille que nous continuons à célébrer actuellement et enfin plus démocratisée puisqu'à l'époque c'est vraiment la grande bourgeoisie et même l'aristocratie qui fête Noël. Enfin, vous dites qu'elle veut se distinguer, cette grande bourgeoisie-là, des classes populaires et tout de même aussi de l'aristocratie. En quoi justement ce moment de fixation de la fête de Noël se distingue d'une pratique antérieure et de classe, que ce soit les classes populaires ou les aristocrates? Parce que ça devient vraiment la fête de famille à ce moment-là. Donc des générations réunies autour de l'enfant qui lui-même prend une importance beaucoup plus grande à cette époque. Et c'est vraiment cette idée de génération réunie et qui va, enfin ça je reprends ce que disent les historiens de la vie privée comme Anne-Martin Fugé par exemple, et qui va s'auto-célébrer, ça va devenir la grande réunion annuelle de la famille. Et on est toujours dans ce schéma-là
ça. Ce qui explique aussi que c'est difficile pour beaucoup de gens, puisque la famille ne ressemble plus du tout à cette famille victorienne et de la Restauration et Louis-Philippe en France. Oui, vous dites quoi? C'est le moment conservateur de la France 1830-1848, Louis-Philippe. Tout à fait, c'est vraiment l'époque, c'est la France de Louis-Philippe, l'Angleterre victorienne et l'Allemagne de la Restauration qui font de cette fête, la fête vraiment ce grand rassemblement annuel et qui vont s'auto-célébrer en faisant des offrandes à leurs enfants, donc aux générations qui vont leur succéder. Bon, mais qu'est-ce qu'on faisait avant? Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant à la campagne? On allait à la messe de minuit, on rentrait, on prenait un chocolat chaud et quelques brioches. Et de façon beaucoup plus, dans des temps plus reculés, au Moyen-Âge, et tout ça, c'était vraiment une fête, c'était la fête des fous, c'était une fête carnavalesque, ça n'avait rien d'aussi sage qu'aujourd'hui. Une fête très païenne. Très païenne. Alors, l'Antiquité, effectivement, si on remonte au-delà encore, c'était la déesse Trénia qui a donné son nom aux étrennes et qui marquait ce changement de solstice. C'est un passage important. Et qui était la déesse de Trénia? De la santé, enfin, qui était aussi... Pourquoi la déesse de la santé? Parce que c'était aussi celle... Pourquoi la déesse de la santé a-t-elle présidé à notre Noël d'aujourd'hui, si j'ose dire? Oui, enfin, si vous voulez, les étrennes viennent de son nom Strénia, parce qu'à l'époque, on offrait des figues, des dattes, du miel. Les Romains s'offraient ça pour que l'année ait la douceur de ses produits. Voilà, ça augurait, voilà, c'était une déesse des petits présages. À quel moment l'argent intervient? Est-ce qu'on a toujours offert de l'argent, sonnant et trébuchant? Parce que vous faites la distinction, et d'autres l'ont fait avant vous l'analysez, hein. Il y a le cadeau utile, il y a des codes, hein, on y reviendra. Monsieur Caplot qui dit, voilà, il faut aux très riches offrir du futile, il faut aux classes moyennes offrir la fantaisie qu'ils ne s'offrent pas, et aux pauvres, il faut leur offrir de l'utile. De l'utile. De l'utile, sinon de l'agréable, oui. Mais ça existe à la même époque. C'est vraiment à la même époque où on a cette classe bourgeoise et puis l'industrialisation donc, qui a mis dehors dans la rue ces enfants qu'on voit chez Dickens, chez Zola, enfin bon. Et Hugo, c'est Cosette, c'est Hector Malot, voilà. Et puis la charité qui va faire le lien entre les deux. Et ces dames patronesses de l'époque offrent des cadeaux utiles aux enfants orphelins et aux enfants pauvres. C'est vrai que les pauvres n'ont droit qu'aux cadeaux utiles, eux-mêmes ne s'en font pas encore, bien sûr. Alors, Philippe Boati, vous observez justement comment, et y a-t-il des études qui montrent que l'économie, en général, au fond, se sent très concernée par ce moment de Noël, et notamment à partir du 19e siècle? Eh bien, c'est un moment fort de la consommation, c'est très clair. Donc c'est pour ça que c'est un moment qu'on attend quand on est commerçant, industriel. Vous parliez du samedi 21 décembre. Je pense que tous les commerçants attendent fébrilement cette date. Quelque part, la saison va se jouer sur une journée. Hein. C'est extrêmement important. C'est pour ça que le soubassement commercial des fêtes de fin d'année est très très important. Et si le rituel résiste, c'est aussi parce qu'il est très très fortement soutenu par toutes les puissances commerciales qui ont intérêt à ce qu'on continue à y adhérer. Hein. Alors c'est pas une condamnation de dire ça, c'est simplement un constat. Voilà. Et notamment pour, je l'évoquais tout à l'heure, les achats plaisir qui sont l'objet d'arbitrages défavorables. Dans le cadeau, effectivement, il y a toujours une tension. Est-ce qu'on donne à l'autre un cadeau qui lui évitera de dépenser son argent, donc un cadeau utile? Est-ce qu'on lui permet de faire une économie? Ou est-ce qu'on donne à l'autre un cadeau justement qu'il ne trouverait pas raisonnable de se payer soi-même, quoi. Et je crois qu'il y a une tension effectivement qui perdure entre ces deux logiques de cadeaux. Et donc pour tout le secteur de l'achat plaisir, les produits culturels, les cosmétiques, etc., eh bien il y a une attente forte que la fin de l'année permette de sauver un peu une année qui a été très très morose par ailleurs. Mais pour autant, le versant achat utile est très très fortement exprimé. J'ai ici un sondage sur les intentions d'achat. C'est un sondage qui a été fait par l'Observatoire de la confiance de la Poste. Que va-t-il se passer dans 2 jours? Eh bien, on nous dit que le premier cadeau en pourcentage de Français qui estiment y procéder, c'est les chocolats. 71% des Français estiment offrir des chocolats. Bon, c'est pas du tout utile, ça. Non, on est là typiquement dans le genre de choses qu'on s'achète pas soi-même, mais qu'on aime bien manger quand même. Ouais, voilà, absolument. Ouais. Mais juste après, en deuxième position, 54% des Français, de l'argent, un chèque. Alors là, c'est fongible. Agnès Besnard-Sicéria, évidemment, a réagi. Bien sûr. Et oui, mais ça me fait penser à une étude qui était pas, enfin, à une polémique en fait dans les revues scientifiques American Economic Review sur la valeur des cadeaux, avec savoir celui qui reçoit le cadeau très souvent sous-estime la valeur en fait, ce qui fait qu'il vaudrait mieux faire un chèque.
chèque du strict point de vue rationnel. Il vaudrait mieux faire un chèque, puisque quand on demande à la personne quelle serait la valeur, le montant qui donnerait la même satisfaction que le cadeau, il donne des sommes plus basses. Donc c'est assez inquiétant. Perrault. Oui, alors 2 choses. Moi, j'ai découvert en faisant ce travail que le chèque cadeau était beaucoup plus ancien que je l'imaginais, les années 60, et que un chèque ou de l'argent liquide, ça ne s'offre pas à n'importe qui. Ça ne peut rester que dans le cercle familial et en général des plus âgés aux plus jeunes. On imagine mal un adolescent offrir de l'argent à ses parents et encore moins à ses grands-parents. Et je ne sais pas si Philippe Moati a les mêmes chiffres que moi, mais il y a quelques années, l'INSEE avait montré que les grands-parents offraient 10 fois plus qu'ils ne recevaient. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a globalement un transfert intergénérationnel, voilà. Ça passe aussi par les cadeaux. Parce qu'au fond, il y a cette question, on y reviendra, notamment de réutiliser, étudiée par Lévi-Strauss et Marcel Mauss, la question du podcast, mais c'est cette question de l'échange. Le cadeau de Noël, au départ, n'est pas nécessairement un échange. Ce sont les plus vieux qui offrent aux petits, mais les petits n'offrent pas nécessairement aux plus vieux. À quel moment la question de l'échange intervient-elle de façon plus fondamentale dans l'idée qu'il est important de rendre le cadeau que l'on nous a fait, de le rendre par un autre cadeau? Oui, dans le potelage dont Marcel Mauss a parlé, c'est vrai qu'il y a le principe du don, c'est donner, recevoir et rendre. Mais c'est vrai que quand on est petit, et surtout quand on croit au Père Noël ou à Saint-Nicolas, on ne rend pas. Alors, un extrait peut-être bien fameux pour cette question de donner ou du rendre, ou surtout parfois de l'embarras que l'on peut avoir à recevoir des cadeaux. Alors, puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Ah non, voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Voilà, évidemment. Il me semble, Brice Couturier, bonjour, qu'il vous serait plus facile certains matins de venir avec des rennes et un traîneau, non, pour accéder à la maison de la radio. Le TER Centre. Hein. Oui, écoutez, je partage avec plusieurs milliers d'utilisateurs de ce malheureux train bien déconvenu. Mais laissons-les et parlons plutôt du personnel, ce sujet qui fâche moins. C'est l'heure de votre chronique, c'est à vous, Brice. Depuis quelques années, le Père Noël et même le sapin traditionnel sont en discussion, certains diront même en sursis. De quoi sont-ils donc accusés ? Eh bien, d'être des témoins gênants de ce christianisme originel européen que nous ne saurions plus voir. Certaines écoles, comme celle du Grand Clos de Montargis l'an dernier, ont décidé de ne plus célébrer du tout la fête de Noël, je cite, pour respecter les croyances de tous. Autant on peut comprendre le recours entamé par des associations de libres penseurs contre l'exposition de crèches de la nativité dans des locaux municipaux, comme c'est le cas à Melun cette année, autant les attaques visant le Père Noël, le sapin et la fête des enfants témoignent d'une profonde méconnaissance de vieilles traditions européennes qui ont bien peu à voir avec le christianisme. Celui-ci, comme souvent, a détourné le sens d'une vieille fête païenne qu'il ne parvenait pas à éradiquer, en lui donnant un sens nouveau. La fête de Noël nous vient en réalité de l'Empire romain. C'est la fête du solstice d'hiver, fixée par erreur par un astronome d'Alexandrie le 25 décembre dans le calendrier romain réformé à l'initiative de Jules César. Elle ponctuait cette fête les Saturnales qui, comme on sait, n'étaient pas précisément en accord avec la morale chrétienne. Dans l'Empire tardif, cette fête fut baptisée du soleil invaincu et elle marquait le moment où les jours commencent à rallonger. Mais déjà, cette fête entrait en concurrence avec la nativité qui vient se greffer sur la première. Le solstice marquant la victoire de la lumière sur les ténèbres, la joie de savoir que les jours vont dorénavant rallonger, eh bien il a paru judicieux de le faire coïncider avec la naissance du Sauveur du monde. Mais l'Église elle-même reconnaît dorénavant que la fixation de la naissance de Jésus le 25 décembre de l'an 0 remonte en réalité au VIe siècle. Elle serait due à l'initiative d'un moine romain, Denis le Petit. Pourtant, cette fête chrétienne étant attestée dans l'Empire romain d'Orient dès le IVe siècle, certains historiens estiment qu'elle pourrait bien trouver également son origine dans la fête juive d'Hanouka, qui se déroule également entre la fin novembre et le mois de décembre. De là viendrait d'ailleurs peut-être
aussi l'usage de distribuer des cadeaux aux enfants, puisque traditionnellement, on distribue des pièces de chocolat aux enfants pour Hanouka. Quant au sapin de Noël, eh bien c'est une vieille coutume germanique contre laquelle l'Église catholique a longtemps bataillé avant de s'incliner, tout comme elle s'est inclinée devant le Père Noël, dont vous rappelez, Martine Perrault, qu'il fut vilipendé par l'Église catholique jusque dans les années 50. Mais du XXe siècle donc, hein. On est plus près là. Mais vous vous êtes attaché à décrire les origines de notre fête de Noël actuelle. Vous montrez en particulier comment la famille victorienne, au milieu du 19e siècle, a fait triompher la privacy, comme on dit, l'intimité, sur les réjouissances publiques. Comment la famille se recompose autour des enfants, de leur imaginaire. On aurait pu imaginer que la crise mettrait un bémol à l'habitude de dépenser ce jour-là sans compter. Mais il est question cette année, comme les précédentes, d'une grande purge annuelle financière. La consommation est une religion dégradée, la croyance dans la résurrection infinie des choses, dans le supermarché forme l'Église et la publicité les évangiles, écrit Pascal Bruckner dans La tentation de l'innocence. Alors est-ce la tyrannie de l'enfant roi qui nous pousse à sacrifier ainsi rituellement au dieu païen de la consommation ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr qui répond, Martine Perrault. Oui, mais vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai que la tyrannie de l'enfant roi joue un grand rôle, mais le commerce, comme le disait Philippe Moati précédemment, a accompagné dès le début cette fête de Noël, dès qu'elle est devenue une fête familiale, et notamment les grands magasins qui naissent à la fin du 19e ont vu là une aubaine très très importante et ont joué sur la sentimentalité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Oui, vous parlez dans votre livre d'une économie sentimentale. Alors, ne commentez pas. On va demander à l'économiste et même à Agnès Benassi-Kéré, est-ce que ça existe ? Bon, ça, c'est un terme de sociologue, mais après tout, prenons-le au sérieux, justement. C'est quoi une économie sentimentale ? Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'économie sentimentale que la période de Noël ? Alors je vais vous dire la vérité, c'est la première fois que j'entends ce terme. Donc voilà, au travail. Même un économiste de la consommation. Il y a bien eu l'économie libidinale dans ma jeunesse. Ah oui, non, ça c'est plus connu. Non, ce qui est, moi j'étendrai volontiers pour dire que dans des pays riches où les besoins de base sont largement couverts, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La dimension, immatérielle, symbolique de la consommation prime. C'est ça qui donne envie de consommer lorsqu'on a déjà beaucoup. C'est ça qui donne envie de payer cher des produits qui éventuellement ne le valent pas. Donc les acteurs de l'offre, que ce soit les industriels à travers les marques, de plus en plus les distributeurs à travers la théâtralisation des produits, créer la magie dans le point de vente, cherchent justement à développer cette petite couche qui fait que c'est pas un objet qu'on va chercher, c'est pas seulement un objet, c'est assez banal ce que je suis en train de dire. On offre des signes. Et dans le cadeau, le signe prime très nettement sur l'objet, sur la fonctionnalité. Alors ça a servi d'ailleurs à tout. Noël, tiens, regardez, vous allez reconnaître la voix de quelqu'un qui chante les vertus d'un appareil photo pour photo instantanée. Et regardez ce que j'ai eu. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique. L'appareil le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Tu vois, c'est toi la vedette, avec le mille. La façon la plus simple de dire « Joyeux Noël ». Voilà, on aurait d'ailleurs aimé qui chanta, c'est Sacha Distel, on aura reconnu. Agnès Benassi-Kéré. Oui, la question du cadeau pose un peu un défi pour les économistes, parce que... Enfin il y a un truc que vous ne comprenez pas, Agnès, racontez-moi ça. Il faut prendre en compte, normalement, les modèles de consommation reposent sur l'idée que chacun est un peu égoïste, c'est-à-dire cherche à maximiser son bonheur et uniquement son bonheur. Et là, il faut prendre en compte le fait que le bonheur de la personne qui achète va dépendre de la consommation de quelqu'un d'autre. Alors, si ce quelqu'un d'autre est dans sa famille, bon, on s'arrange. Mais si c'est quelqu'un extérieur à la famille, là, ça pose des défis. Et on sort un peu du cadre, vous allez être contents, on sort un peu du cadre de la théorie économique. Et justement, je voulais consacrer ma chronique de la semaine prochaine à ce sujet. Vous la ferez à regarder. Comment interprétez-vous ce chiffre ? Que veut-il dire vraiment ? Je citais l'étude du Center for Retail Research qui dit, au fond, que 1,45 milliard d'euros devrait être dépensé le 21 septembre, ce 21 décembre, pardon, là, dans 2 jours, soit l'équivalent de 2 millions d'euros chaque minute. Agnès, c'est quoi ce chiffre, 1,45 milliard d'euros ? Moi, je ne sais pas ce que ça représente. Eh bien, il faut avoir... C'est quoi ? C'est 275 Airbus ? C'est le PIB du Mali ? C'est quoi ?
Alors... Question piège. Non, mais une journée, 1,45 milliard d'euros. Même Brice a l'air collé. 2 millions d'euros chaque minute. Folie douce. Donc, tout le monde se défile. Non, mais ce qui est très... Non, c'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. C'est un chiffre qui a une importance macroéconomique. Si vous arrivez au milliard, ça a une grosse importance macroéconomique par rapport au PIB. PIB, 1000 milliards d'euros. Vous avez donc quelque chose qui est tout à fait significatif. Mais c'est pas unique. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, quand on regarde les comptabilités nationales, par exemple, quand les années bissextiles, quand il y a un jour de plus, on a plus de production. Enfin, je veux dire, il y a des événements comme ça dans l'année qui ont un impact macroéconomique. Quand vous avez des Jeux Olympiques, le Royaume-Uni a eu son PIB qui a augmenté rien que parce que... Enfin voilà, donc on a un certain nombre d'événements et on est toujours surpris que ça a un impact si important au niveau agrégé. Philippe Moati. Moi, d'abord, je jubile d'avoir entendu Agnès montrer les limites de l'économie. C'est vrai que quand on est confronté à la consommation, et en particulier la consommation de cadeaux, on se rend bien compte qu'on a affaire à un phénomène social. Et si on veut le comprendre, il faut mélanger les sciences sociales, la sociologue, l'ethnologue, l'anthropologue a quelque chose à nous dire. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Deuxièmement, je pense que les sommes que vous avez annoncées et tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant témoignent de la vitalité de la consommation dans les imaginaires collectifs. Nous sommes encore, et je pense pour longtemps, dans une société de consommation. Et une partie de la résolution de l'énigme que vous avez évoquée, c'est que acheter même pour l'autre, c'est encore acheter, c'est un plaisir. Il y a un plaisir dans l'achat. Alors évidemment, quand on le fait le 21 décembre dans les magasins bondés, ça peut paraître comme une corvée, mais on est encore dans une société qui repose beaucoup sur la consommation et ça reste une aspiration individuelle très forte. Et je crois que c'est pour ça que la fête a été largement désacralisée. Ce qu'il en reste, c'est d'abord une énorme expérience collective de consommation. Martine Perrault. Oui, ça se rapproche. Brice Couturier parlait du potelage, mais c'est aussi, on le sait, tout rituel entraîne ce qu'on appelle un gaspillage cérémoniel, une dépense gratuite. Ah ben oui, parce que 2 jours après, tout est sur le trottoir, la moitié des cadeaux sont vendus sur eBay, et on fout en l'air les trucs qu'on ne sait pas se servir, il n'y a pas les piles, enfin il n'y a rien qui va. Mais vous parliez, Philippe Moati, d'une purge aussi. C'est ça, c'est comme si la société se purgeait annuellement. Un besoin aussi, voilà, une soupape. Et on retrouve ça, mais c'est vrai que chez nous, c'est traduit en termes de consommation. Ouais, voilà. Mais grosso modo, on est quand même sur le standard, dites-vous toujours à Martine Perrault, on est aujourd'hui, 2013, sur un standard très proche de celui de la fin de la moitié, fin 19e siècle. Oui, sauf que maintenant, ça depuis les lendemains de la guerre, ça s'est démocratisé. Tout le monde peut, ou presque, acheter des cadeaux, ou presque. Brice Couturier. Alors, ce qui est intéressant dans vos études, Martine Perrault, c'est que vous montrez bien à quel point la fête de Noël est une fête bourgeoise. J'entends. Elle naît en Angleterre au milieu du 19e siècle. Elle privilégie le foyer, la privacy, autrement dit, la famille nucléaire, papa, maman et les enfants en petit nombre, contrairement à l'aristocratie où on a la lignée avec la famille élargie. Elle privilégie la consommation et elle coïncide avec la naissance des grands magasins. Donc vous avez c'est une fête bourgeoise. Or, cette fête bourgeoise est devenue une fête populaire nationale, mondiale. Elle est devenue universelle. Est-ce que ça veut dire que les valeurs de la bourgeoisie, intimité, couple, resserrement de la famille sur le couple et consommation, modèle de consommation privée, refermé, ces valeurs de la bourgeoisie se sont étendues progressivement au monde entier. On dit qu'il y a une montée des classes moyennes à travers les pays émergents. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre ces deux phénomènes ? Martine Perrault. Oui, il y a une coïncidence entre ces deux phénomènes, mais il y a aussi le fait que c'est un rituel relativement facile à reproduire. C'est un repas, des cadeaux, et un type de décor. Et donc, ça s'exporte assez facilement, même dans les pays très différents où il n'y a pas de tradition chrétienne, parce que c'est quand même lié à la tradition chrétienne. Martine Perrault, il y a un aspect assez important dans votre livre. Certes, il y a la question marchande, les grands magasins, les industriels, la publicité naissante dans sa version moderne après la guerre contribue à ce qu'on appelle au fond cette espèce de frénésie autour de Noël. Mais il y a des choses que je ne connaissais pas et que sans doute beaucoup d'auditeurs ne savaient pas, il y a une importance très grande chez les artistes à fixer l'image de Noël. Vous parlez de Casse-Noisette, vous parlez de Dickens, vous parlez de George Sand. Racontez-nous comment, et notamment peut-être Dickens, où là on l'entend Casse-Noisette, fixe presque une sorte de moment
de ce que sera le rituel et l'esprit de Noël. Alors Dickens, c'est vrai que c'est lui on appelle le chantre de l'esprit de Noël, c'est-à-dire que dans son fameux conte de Noël, où il met, vous vous en souvenez, en scène cet usurier solitaire, Scrooge, qui exploite son neveu Bob Cratchit, qui est pauvre mais digne et généreux. L'esprit de Noël est là, c'est-à-dire qu'il y a la famille Cratchit très pauvre qui va être heureuse d'être réunis ce soir-là, et puis Scrooge qui va avoir la visite des 3 fantômes et qui va être vraiment dans une solitude terrible et qui, à la fin du conte, va se convertir à l'esprit de Noël, c'est-à-dire, Dickens dit, redevenir comme un enfant. Donc on est là dans l'esprit de Noël. Moi, je parlais de trinité profane, c'est-à-dire famille, enfance, charité. Et puis le conte d'Hoffmann, ça c'est le romantisme allemand. Et alors avec l'arbre. Avec l'arbre. Qui apparaît dans Casse-Noisette. Voilà. Et puis le sapin. Effectivement, l'arbre, oui, l'arbre de Noël. Et le muet ravissement des enfants devant cet arbre. Voilà, on est là dans la composition des principaux motifs de la fête de Noël. Et le sapin, on va dire, grosso modo, ce sont les Allemands qui l'inventent ? Oui, ce sont les Allemands, et puis il apparaît en Alsace très tôt, dès le XVIe siècle. Il y a aussi George Sand, vous vous rappelez, il y a aussi, après, alors, des tas d'exemples sur la question du cadeau, Maupassant. Ah oui, Maupassant, ça, il décrit les étrennes de façon très ironique et ces femmes bourgeoises auxquelles on doit absolument offrir des chocolats, personne ne peut y échapper, et il se moque, Maupassant. Et il se moque aussi, et notamment comment offrir des bijoux aux femmes. Voilà. Un petit bijou, mais c'est un grand témoignage. Et là, on est à l'époque des étrennes. Alors, il y a aussi des tas de choses que j'aurais à apprendre dans votre livre, par exemple, aussi futile que ce soit, mais comme on va prendre au sérieux, notamment ce que dit votre sociologue américain, cela révèle des choses. Le papier cadeau n'a pas toujours existé. Non, pourquoi pas du tout. Et à quel moment se décide-t-on à emballer les cadeaux ? Martine Perrault. Oui, autrefois, on voit très bien ça dans la gravure qui met en scène la reine Victoria, le prince Albert autour de leur sapin à Windsor, 1841. Les jouets sont posés, et puis dans toutes ces familles bourgeoises aristocratiques, on n'emballe pas les cadeaux. Ça commence par du papier blanc. Alors là, George Sand, elle en parle assez tôt, elle, du papier blanc et du bonhomme Noël qui vient lui déposer des cadeaux. Au début, vraiment, du 19e. Après, c'est le papier craft. Et puis, le papier illustré, historié, va apparaître au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France et un peu plus tôt aux États-Unis. Quand arrive Noël, une étoile filante traverse le ciel. C'est l'étoile Kinder. Elle apporte aux enfants de merveilleux cadeaux. Des idées magiques d'air pour Noël. Brice Couturier. Alors, il y a eu le Noël bourgeois des magasins, 19e siècle jusque dans les années 50 et 60. Est-ce que vous voyez, Martine Perrault, une évolution dans les styles de consommation des cadeaux pour les enfants dans les années récentes ? Est-ce que la crise, malgré tout, a marqué quelque chose comme une rupture ou une totale continuité ? Ou est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une telle rupture dans l'avenir ? Alors sur la nature du cadeau, bien sûr, ça change. Moi, j'ai appris récemment, parce que je me suis dans mon livre arrêtée aux années 80, j'ai appris récemment qu'on offrait des tablettes tactiles à des enfants de 3 ans, par exemple. Donc là, il y a un vrai changement dans la nature. Oui, moi j'ai vu ça là il n'y a pas longtemps, dans un week-end avec des neveux. Incroyable. Incroyable. Oui. Ils en savent très bien d'ailleurs. Ah bon, j'ai pas encore vu expérimenter. Philippe Moati, les nouvelles consommations, les nouvelles habitudes de consommation. Oui, alors sur les enfants, je pense qu'on est dans la continuité, sauf peut-être que l'âge de l'enfance, enfin la période de l'enfance se réduit, on en sort beaucoup plus vite, ce qui est un drame pour les marchands de jouets malheureusement. Mais globalement sur les enfants, on est sur le jouet, éventuellement le jouet électronique. C'est sur les adultes que les choses sont peut-être en train d'évoluer. On sent clairement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le virage de l'utile, le virage, voilà. Donc on a déjà énormément de biens, on en déborde. Donc l'utile, ça va être quoi ? Ça va être souvent de l'expérience. C'est assez nouveau, ça, d'offrir de l'expérience. Vous savez, ces fameuses box qui vous permettent d'avoir un week-end dans un hôtel de charme ou une expérience gastronomique dans un grand restaurant ou une séance de massage, etc. Voilà, donc vivre quelque chose. Du service plutôt que des biens. Finalement, ça revient à vendre du service plutôt que des biens. Vous avez parfaitement raison. Et ensuite, il y a l'idée de...
comme on est devenus très différents les uns des autres et que le pouvoir d'achat se fait rare, effectivement, donner de l'argent ou, ce qui est plus délicat peut-être, un bon cadeau à dépenser dans un réseau d'enseignes, ça permet à chacun finalement le cadeau devient fongible. C'est mieux que la cravate, quoi, dont on ne sait pas quoi faire. C'est fini, non? Alors c'est fini le temps de la cravate. Oui, c'est fini. Je pense que c'est fini le temps de la cravate. Mais ce qui n'est pas fini, en revanche, et là j'aimerais bien que Philippe me donne s'il y a des statistiques récentes, c'est vraiment le genre, au sens de gender, le genre du cadeau. C'est-à-dire que j'étais frappée quand même que les femmes soient toujours envoyées à leur rôle de maîtresse de maison. Il y a encore beaucoup de cadeaux ménagers, beaucoup d'électroménagers qui c'est peut-être intéressé. Quand ça vient du mari, ça peut être intéressé, voilà, tout c'est simplement. très intéressé. Vous parlez à un expert, Maurice? J'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais ça a beaucoup diminué. La sorbetière, la cocotte minute qu'on offre à la maman à Noël, ça a beaucoup diminué. Il y a 10 ans, c'était encore faible. Par contre, la poupée à la petite fille et les voitures aux garçons, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, vous disiez, Philippe Boiti, qu'il y a l'expérimentation. Est-ce que vous constatez sur d'autres études sur la consommation des Français, les déplacements ou les expériences que l'on fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui, après tout, la consommation de ce qu'on appelle le bio, le durable? Est-ce que, par exemple, le Noël 2013 peut refléter ce que d'aucuns considèrent comme étant importante avec les questions d'environnement, d'écologie, qui se retrouvent dans ce que l'on va offrir ou faire passer avec ces nouvelles pratiques? Est-ce que les nouvelles pratiques de consommation collent à Noël? Oui, on a vu apparaître déjà depuis quelques années le marché de l'occasion sur Noël. C'est quand même intéressant et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'utile tout à l'heure. C'est-à-dire que... mais ça dépasse le cadeau de Noël. En réalité, les consommateurs sont en train de changer à une vitesse très, très rapide. Ils commencent à comprendre et d'ailleurs montrent la voie aux autres acteurs économiques que ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir un objet, c'est la jouissance qu'on va avoir de l'objet. C'est distinguer le support matériel de l'utilité qu'il produit. Et donc, si l'important est l'utilité, est-ce qu'on a vraiment besoin de payer plein pot l'objet neuf sortant de carton, etc. Donc on a déjà vu se développer le marché de l'occasion en général depuis plusieurs années. Nos chiffres disent que 60% des Français ont acheté au moins un produit d'occasion au cours des 12 derniers mois. Alors c'était d'abord réservé à la sphère privée, ce qui est nouveau. Et 4 sur 10 cette année vont privilégier l'achat d'articles en promotion, nous dit Stéphane Rimboeuf. Voilà, c'est la même idée si vous voulez. Acheter d'occasion, c'est encore plus frappant. C'est-à-dire qu'on est prêt à renoncer au caractère neuf du produit. L'acheter en promo, c'est pareil, c'est l'idée d'optimiser le rapport dépense sur effet utile obtenu, quoi, voilà. Et donc, on est prêt à désacraliser le cadeau, parce qu'il y a quand même acheter un cadeau d'occasion, c'est quelque part réduire la portée du geste. On désacralise le produit, mais pour optimiser le rapport argent dépensé, effet utile fourni à celui qui va recevoir le cadeau. Oui, Marty Perrault, là tout de même, Maupassant n'y aurait pas pensé à ça. Non, mais Philippe vient de dire ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est vrai que acheter un cadeau d'occasion, c'est assez récent, c'est vrai qu'on n'osait pas le faire. Oui, et là, avec la crise, peut-être que ça va se faire de plus en plus, et c'est vrai que c'est une nouveauté, comme la revente. Surtout si acheter un produit d'occasion, ça peut être trouver un produit rare, du coup, et donc on va mettre un peu de soi dans le fait d'avoir déniché le produit rare. Il y a maintenant la mode du vintage, qui correspond à ce que vous dites, hein. On ne dit plus occasion, mais on dit vintage, c'est tout de même plus chic, Philippe Boiti. Père Noël, c'est quoi un moment d'Ella? Oh, Della! So sweet, my baby. J'étais en train de livrer mes cadeaux. It's been so nice. Et puis c'est à moi qu'on a fait un cadeau. Della. That you will give. Oh, c'était toi! All your shining. Joyeux Noël! C'est ça, un moment Della. Della, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. Voilà, Charles Gargasson, on nous a prévenu contre les foudres du CSA en coupant une syllabe de la marque de cette célèbre pâte à tartiner, dont nous ne serons pas soupçonnés de faire la publicité. Martine Perrault, le Père Noël, avec le Père Noël, va la figure du Père Fouettard, mais va aussi la figure du Père Noël que certains n'ont pas aimé du tout. Que s'est-il donc passé en 1951 du côté de Dijon, qui donna un texte extraordinaire de Claude Lévi-Strauss du Père Noël supplicié? Oui, un très beau texte de Claude Lévi-Strauss qui effectivement observe ce phénomène. Le clergé de Dijon ne supporte pas que ce Père Noël soit une figure américaine et un personnage hérétique. C'était vraiment le terme employé. Petit encadré. Il est réellement américain, notre Père Noël aujourd'hui? C'est cela où il faut le nuancer? Il faut le nuancer, mais c'est vrai que Santa Claus a fait beaucoup pour arrondir la silhouette de nos Pères Noël européens. Parce qu'il est tout neuf, c'est Coca-Cola, c'est ça? Non, c'est avant. C'est avant. Coca-Cola
l'utilise pour pouvoir vendre cette boisson aux enfants. Ça rassure les parents, et voilà. Mais c'est vrai que Santa Claus vient de Saint-Nicolas, vient par l'émigration hollandaise qui arrive à New York, qui s'appelait la Nouvelle-Amsterdam. Donc c'est évidemment une histoire réexhumée par une élite protestante. Une histoire politique, hein. Il s'agit de lutter contre les Anglais. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le clergé de Dijon en 51 voit ça d'un très mauvais œil. Et Claude Lévi-Strauss fait cet article en montrant qu'ils ont tout à fait raison, parce qu'effectivement, c'est une figure païenne. Est-ce que vous disiez, vous écouteriez, il y a une confusion actuelle où à nouveau on l'accuse là de plus être païen mais d'être chrétien. Et donc, il a été brûlé devant les enfants des patronages. Enfin, le mannequin a été brûlé et ressuscité le lendemain matin sur les toits de l'hôtel de ville par le chanoine Kir, qui était à l'époque... Voilà, le cardinal Saliège aussi à Toulouse n'était pas un pro-Père Noël. Non, et même des gens de l'ONU à l'époque. Enfin, il y avait des débats, même chez les pédopsychiatres, excepté Françoise Dolto, qui, elle, trouvait que c'était très très bien et qui a inventé le courrier du Père Noël. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Le rouge, il est méchant parce que... Voilà, ça c'était une publicité d'une boisson qu'il faut secouer avec le méchant Boudère, l'acteur atypique qui incarnait cette mauvaise action. Brice Couturier. Je voudrais vous poser une question, Marc Vinchel. Je voudrais savoir ce que vous avez commandé au Père Noël. J'aimerais savoir quel type de cadeau on vous offre. Ah non, je vous échapperai pas à ma question. Mais bien sûr que si. Tiens, Philippe Moati, vous attendez quoi pour Noël, vous? Non, je ne vais pas vous répondre un truc pareil, moi. Enfin. Pareil, je passe. Martine Perrault. Ah non, moi je passe pas parce que j'adore recevoir des cadeaux et en faire. C'est pas du tout une corvée, sinon vous pensez bien que j'aurais pas travaillé sur ce sujet aussi longtemps. Mais moi j'aime bien qu'on me fasse une surprise, quitte à être déçu, mais jamais je le revendrai le lendemain. Moi je peux vous dire, je sais que je vais avoir la réédition des Fables de La Fontaine illustrée par Gustave Doré dans ma chaussette. Ah, c'est magnifique. C'est plus une surprise. Vous avez écrit au Cavalier Bleu, Martine Perrault, faut-il croire au Père Noël? À quel moment cela dit et comment fait-on avaler et comment a-t-on construit cette idée tout de même que des cadeaux tombaient du ciel et que les enfants y ont cru? Et pourquoi a-t-on inventé cette idée qu'il fallait faire croire? C'était pour ça d'ailleurs que moi je ne demande rien, puisque j'attends qu'ils viennent tout seuls. J'y crois toujours, moi, au Père Noël, évidemment, si vous voulez la réponse que vous souhaitiez, Brice. Mais comment c'est né, cette idée-là, que tout d'un coup, de l'au-delà, c'est même un peu inquiétant, ça a à voir avec le fantastique, ça a à voir avec la nuit, avec des cendres, avec le froid. Finalement, c'est encore une de nos grandes mythologies qui survit. C'est vrai que Saint-Nicolas, il était moins fantastique. Il arrivait avec son âne ou son cheval blanc, mais c'est lié, par exemple, il y a le cheval blanc, c'est le dieu Thor, c'est lié quand même à ces mythologies germaniques et qui avaient ces personnages célestes. Et c'est vrai que le Père Noël, comme le dit à nouveau Lévi-Strauss, vient de l'au-delà, passe par la cheminée, relie le ciel et la terre. Ça fait partie des grands mythes. Voilà. Et c'est quoi? C'est au fond quoi, le seul mensonge que s'autorise l'adulte vis-à-vis de l'enfant? D'une certaine façon, oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a véritablement une initiation avec levée de secret à l'âge de 6 ans en général. D'ailleurs, on n'y croit plus avec le CP. Et c'est comme un passage, c'est un rite de passage. Bon, et alors évidemment, on a à peine évoqué, mais tout de même, pour conclure, vous concluez d'ailleurs vous-même, on sent que vous aimez Noël, de toute façon, vous, Martine Perrault. Vous aimez ça, clairement. Vous ne ferez pas autant de livres sur Noël si vous n'aimiez pas ça. Mais vous posez une question, hein. Vous dites, est-ce que quand même, aujourd'hui, après le podcast de Lévi-Strauss, est-ce que Noël est-il en train de devenir une opération de recyclage et d'épargne, au risque de faire perdre au vieux cadeau de Noël toute son efficacité symbolique? C'est votre dernière phrase. Oui, ce qui m'a frappé, c'est parce que effectivement, depuis quelques années, enfin depuis que les sites internet de revente existent, on a parlé à cette revente et on disait au début de l'émission qu'un cadeau, enfin le don étudié par Mauss, c'est donner, recevoir, rendre, et là c'est donner, recevoir, revendre, et il y a quelque chose de rompu dans ce contrat.
c'est un contrat. Hein, là, il y a une rupture, là, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, c'était l'idée, c'est faire une épargne dans ce qu'on a reçu, qui est gratuit. Un cadeau, c'est un don, donc c'est gratuit. Il y a quelque chose de l'épargne, de l'utile, de bourgeois. Bon. Et vous dites que tout de même, il n'y a pas de réprobation morale à l'adresse de ceux qui négligent Noël ? Non, enfin, c'est Caplot d'ailleurs qui disait ça. Personne ne condamne quelqu'un qui condamne. Voilà, tout le monde s'y soumet plus ou moins, mais il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de réprobation, non, bien sûr. Et la lettre aujourd'hui, elle part par Internet au Père Noël ? Oui, beaucoup. Il y a toujours le courrier de Libourne, mais elle part beaucoup par Internet et il y a des lettres préécrites sur Internet. Philippe Moretti ? Oui, moi je suis assez sensible à la conclusion de l'ouvrage parce que on vit quand même dans une société où les modèles de consommation s'individualisent considérablement. Et là, c'est quand même une empreinte du collectif sur les comportements individuels. Il y a quand même un chiffre qui ne trompe pas, alors il faudra le vérifier, hein. Un sondage récent qui nous a dit que 31% des Français comptaient acheter les cadeaux de Noël après Noël. Après Noël, ce qui ne serait pas déraisonnable puisque c'est là qu'on va avoir les bonnes affaires et le début des soldes. Mais vous voyez que ça se délite, même ça risque de se déliter face à des tendances consommatoires qui vont dans un sens différent. Bon, résistons.